En France, on les appelle flashballs ou lanceurs de balles de défense. Aux États-Unis, projectiles d'impact cinétique. Partout sur la planète, on tire sur des manifestants avec des balles en caoutchouc. Ces armes moins létales, moins mortelles, sont le point commun entre les démocraties et les pires dictatures. On réhabitue les policiers à presser sur la détente en direction de quelqu'un. Je suis contre leur usage parce qu'il n'est tout simplement pas possible de s'en servir de façon ciblée. Et leur commerce passe totalement sous le radar. Il y a eu 300 personnes qui ont perdu un œil, à cause de munitions de ce genre-là. Pas de réponse. Ni la firme, ni le oui, ni le non, ni rien du tout. Je n'ai rien à dire sur le sujet. Un chiffon pour ses yeux. Je vais sortir ça, je vais sortir. Mais dis, c'était un tir de quoi? Je roule. Hein? Je roule. So what's up, guys? I got shot in the head. Je m'appelle Pierre Douillard-Lefebvre. Le 27 novembre 2007, j'ai 16 ans. Je suis lycéen en terminale. Je participe à une mobilisation contre la loi LRU, une loi sur la privatisation des universités. Et je suis gravement blessé par un tir de lanceur de balles de défense. Il n'y a absolument pas d'affrontement, absolument pas de tension. On est dans le parc du rectorat, donc c'est un événement assez banal dans la tradition des mobilisations lycéennes et étudiantes ou même enseignantes, d'aller occuper le square du rectorat. Et on est repoussé par des policiers, mais je veux dire, moi je suis avec mes amis, on a 15, 16 ans, 17 ans. Regarde, ils rigolent parce qu'ils donnent des coups, là. Et donc je me retrouve à apercevoir d'abord un agent cagoulé, ce qui n'était pas quelque chose de commun à l'époque, avec cette arme qui ressemble à une sorte de fusil d'épaule, de grosse arme. Personne ne connaissait le LBD à l'époque. Et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, je reçois un choc incommensurable dans la tempe, à côté de l'œil. Dans une fraction de seconde, je vois ce policier qui me tient en joue, qui vient de faire feu. Et je perds l'usage de mon œil droit, donc à la suite de ce tir-là. Ce tir mutile un adolescent. Il va aussi définir un destin d'adulte. Alors, une munition de lanceur de balles de défense 40 mm, ça ressemble à ça. Pierre Douillard-Lefebvre va devenir le pire cauchemar des policiers nantais. Un chercheur en sociologie et un écrivain, l'un des meilleurs spécialistes français des armes dites moins létales. Pour un peu dépasser la colère et la tristesse d'avoir reçu cette blessure, il va falloir essayer de comprendre, essayer d'enquêter, essayer de dépasser le simple statut de victime que je n'aime pas du tout. Je préfère dire que j'ai été la cible de la violence d'État. Donc là, il a fallu d'abord découvrir qui était ce policier. Donc il y a eu une plainte contre X. Et donc à partir de cet événement-là, il va falloir tout reconstituer, enquêter, comprendre, réfléchir. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Quelles sont ces armes de la police? Qu'est-ce qu'elles veulent dire de notre époque? Pourquoi elles sont utilisées, etc., etc. En France, depuis le mouvement des Gilets jaunes, tout le monde connaît le lanceur de balles de défense, LBD. Comment ces armes sont-elles arrivées entre les mains de la police? À quelles règles sont-elles astreintes? Quel est le pourcentage de chances qu'elles mutilent? Les fusils à balles en caoutchouc se sont répandus partout. Et aussi étrange que cela paraisse, il n'existe qu'une seule étude mondiale sur leur impact.
L'université de Berkeley, en Californie, abrite la scientifique qui a dirigé la première publication sur les armes moins létales. Je m'appelle Rohini Har. Je suis urgentiste et membre de Médecins pour les droits de l'homme. Je travaille aux urgences et on voit beaucoup de patients atteints. Des fractures cérébrales, des blessures au cerveau et très fréquemment des atteintes aux yeux, des gens éborgnés. L'étude dirigée par Rohini Har couvre une période limitée, entre 1990 et 2017. Sur ce temps réduit, s'arrêtant juste avant les manifestations des Gilets jaunes et de Black Lives Matter, elle a recensé les dégâts dans une demi-douzaine de pays. Nous avons compté 2000 blessés, 60% d'entre eux gravement, 50 décès et environ 90 mutilations. Les armes de contrôle des foules ont été utilisées pour la première fois dans un contexte colonial. Les Britanniques les ont inventées pour réprimer les populations locales en Birmanie. Par la suite, elles ont été utilisées, par les Britanniques toujours, contre les républicains en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, les balles en caoutchouc ont fait 14 morts. C'est là qu'elles ont été massivement utilisées dans les années 60. Pendant une décennie ou deux, dans les années 70 et 80, elles ont été limitées, et puis elles sont revenues en force. Et plus rien ne les arrête. En France, le premier fusil à balles en caoutchouc arrive dans la police en 1995. Au départ, son usage devait être limité aux situations d'urgence. L'homme qui achète les premiers équipements, c'est ce haut responsable policier. Claude Guéant, j'ai été directeur général de la police nationale de 1994 à 1998. J'ai été ministre de l'Intérieur, donc je me suis souvent occupé d'affaires de police. Le nom commercial de la nouvelle arme, c'est Flashball. Elle est réservée au corps d'élite de la police. Le flashball est apparu à l'époque comme une arme non létale qui permettait d'éviter l'emploi de l'arme à feu. C'était destiné à des situations de violence individuelle. Des preneurs d'otages, des forcenés, c'était fait pour ça au départ. Les premiers flashballs sont distribués et destinés à des situations considérées comme extrêmes, c'est-à-dire que Claude Guéant et d'autres parlent d'une adaptation aux nouvelles menaces, à des cas de forcenés, à des violences urbaines, etc. Et donc, ce flashball est présenté comme une arme anti-bavure quand il est distribué en 1995. Il est présenté comme une arme qui permettra aux policiers de ne pas tirer avec leurs armes à feu, de ne pas utiliser leurs armes. Pourquoi est-ce qu'en 1995, quand vous signez la première commande de flashball, pourquoi est-ce que vous ne l'autorisez pas pour le maintien de l'ordre? C'était un outil nouveau entre les forces de l'ordre et qu'il nous semblait préférable de le tester d'abord dans le contexte des cas difficiles. C'est pas parce que vous disiez c'est peut-être dangereux sur des manifestants normaux? Mais on n'écartait pas cette idée puisqu'on voulait tester. Le premier laboratoire, c'est les quartiers, les banlieues, les quartiers périphériques et les populations immigrées ou fils et filles d'immigrés. Une série d'événements à l'automne 2005 va déclencher un changement majeur dans l'équipement des policiers.
Tout commence avec une visite de nuit dans une cité d'Argenteuil du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Il a convoqué les médias. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a beaucoup insisté sur la nécessité de reconquérir la sécurité en banlieue. D'abord parce qu'il y avait une exigence de l'opinion. Un dispositif policier tendu traite tous les badauds en suspects. Le chahut s'installe, les caméras captent tout, comme prévu. Allez, on recule, allez, on recule. Vous attendiez à cet accueil donc? Tout à fait. C'est même pour ça que je suis venu. Que ce soit les CRS, les policiers ou n'importe qui, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de nous dire du soir qu'est-ce qu'on fout en bas de chez nous? On est en bas de chez nous, on n'a pas le droit d'y rester. Franchement. Le ministre de l'Intérieur vient désigner la banlieue comme un terrain de reconquête. Michel? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme équipement? Nous avons des équipements de protection qui ont été renforcés. La mission est simple. Hein. Le plus dur, c'est pour vous. Bloquez ici, devant moi là. Vous bloquez devant moi ici là. Ici là, vous bloquez là. Le ministre annonçait l'augmentation des moyens de la police. Mais ce soir-là, l'histoire ne retiendra qu'une seule phrase. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein? 48 heures à peine après ces déclarations, 2 adolescents meurent en banlieue parisienne après une course-poursuite avec la police. Bouna et Zied. Les quartiers populaires explosent. La violence est très élevée. Se pose la question de l'armement de la police. Je me souviens d'un soir, je crois que c'était à Grigny. Plusieurs émeutiers ont tiré à l'arme à feu sur cette unité de CRS. La situation est toujours aussi tendue. Les forces de l'ordre essuient des tirs de fusils de chasse et de pistolets à grenaille. Des rangs sortent les premiers blessés. Il y a eu 11 blessés parmi les CRS. Ça faisait apparaître une unité un peu démunie face à un comportement de ce genre. Et la réponse qu'on peut apporter, c'est une arme qui immobilise, qui dissuade, mais qui en même temps n'est pas létale. Un mois après le début des émeutes, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy annonce la diffusion massive des fusils à balles en caoutchouc. Moi, je veux que vous ayez les équipements les plus modernes. Je veux ouvrir la police nationale française aux armes non létales. Je veux que vous ayez des armes dont vous puissiez vous servir. En 1995, le fusil à balles en caoutchouc ne visait que les forcenés dangereux. Après 2005, il est utilisé dans les émeutes de banlieue. 2 ans plus tard, à peine, les premiers lycéens sont éborgnés. Il a reçu un truc dans la tête. Il va désormais être utilisé dans toutes les manifestations. Lorsque le flashball est proposé à des formations comme les CRS, la direction centrale des CRS dit non, refuse l'introduction du flashball en manifestation. À l'époque, on n'avait pas pris cet armement puisqu'on était encore relativement nombreux. Le LBD est venu sur le tard chez nous. Donc, pourquoi les CRS ne veulent pas du flashball au début? Au début, on n'en avait pas spécialement besoin. On avait suffisamment d'effectifs, on avait suffisamment de moyens. C'est sûr que l'attrition des effectifs, la diminution des effectifs, pour être plus clair, engendre une augmentation des moyens. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Pendant son mandat, il va supprimer près de 13 000 postes de policiers et gendarmes. Entre 2007 et 2022, le nombre de fusils à balles en caoutchouc a été multiplié par 3.
Non seulement ce flashball puis ce LBD n'ont pas remplacé du tout les armes à feu, mais ils ont démultiplié la violence de la police. C'est-à-dire que le flashball et le LBD incarnent un changement dans la doctrine même de la police. Le fameux mouvement des Gilets jaunes, il y a les premiers mutilés à cause des LBD. Est-ce que vous, en tant que personne qui avait initié en fait, l'utilisation de ces armes non létales, ça va créer chez vous une sorte de dilemme? Non, Non, ça n'a pas créé ce dilemme. D'abord parce que les armes avaient changé. S'il y a eu des blessures, et des blessures graves, je ne suis pas certain, je ne suis pas aux affaires, hein, je n'y étais pas au moment de l'affaire des Gilets jaunes, mais je pense qu'il y a eu des erreurs dans la manipulation des armes. On réhabitue les policiers à presser sur la détente en direction de quelqu'un. Mettre en joue, presser sur la détente, toucher un corps. Et ça, c'est pas un geste qui est anodin. C'est un geste qui était totalement proscrit depuis les années 60 en France. Laurent Bigot est un ancien sous-préfet. Dans une vie antérieure, il a dirigé des CRS. Puis il a démissionné. Aujourd'hui, il manifeste avec les Gilets jaunes. Il a ainsi fait connaissance avec les LBD. On sent que les gars, c'est des comportements qu'ils ont complètement intégrés, c'est devenu des comportements professionnels. Ils considèrent que ce sont des techniques professionnelles, que c'est approprié à leur mission. Et il y a cette fameuse image, je crois qu'elle est tournée à Paris, on voit un rang de gars de là-bas qui tirent et qui disent « à voter ». Une des choses que j'ai remarquées tout au long de ma carrière dans la police, c'est ce phénomène de petits garçons avec des jouets. Tout cet équipement militaire, quand on l'a acquis, on veut l'utiliser. Et je vous parle en tant que policier qui a porté l'uniforme pendant 34 ans. L'Allemagne est l'un des seuls pays au monde à résister à l'utilisation des armes moins létales. Pendant combien de temps encore? Je m'appelle Jörg Radek. J'ai passé plus de 40 ans dans la police et à peu près autant dans un syndicat. J'ai un avis très clair sur cette question. Nous, en tant que syndicat de police, nous sommes fermement opposés aux balles en caoutchouc. Je suis contre leur usage parce qu'il n'est tout simplement pas possible de s'en servir de façon ciblée et contrôlée. Tirer des balles en caoutchouc dans une foule va à l'encontre de la philosophie de la police allemande. Nous, on s'entraîne à s'approcher et arrêter les éléments violents qui abusent de la liberté de rassemblement. Ensuite, on les présente devant la justice. En 2017, à Hambourg, a lieu une manifestation particulièrement violente contre le sommet des chefs d'État du G20. Les polices de tous les Länder sont là. L'intervention à Hambourg, j'étais sur place. La voiture d'une infirmière a été incendiée par un cocktail Molotov. Ils ont tenté de piéger les policiers en mettant le feu à des barricades. Ils s'attendaient à ce que la police vienne les éteindre. Mais notre chef d'opération a dit non, on ne va pas faire ça.
On ne sait pas ce qui va se passer si on intervient. Peut-être qu'on va nous tirer dessus. Dans les jours qui ont suivi Hambourg, des photos apparaissent sur les réseaux sociaux montrant des policiers avec des armes inhabituelles. Un doute a surgi. Est-ce que la police aurait secrètement tiré des balles en caoutchouc sur les manifestants ce jour-là ? Je m'appelle Valentin Lippmann. Je suis député vert de Saxe et je m'intéresse à la police. Lippmann a questionné officiellement la police de son État, la Saxe. Dans un premier temps, la police de Saxe a refusé de nous répondre. Ils nous renvoyaient vers la police de Hambourg. Alors nous avons un peu rusé. Nous avons demandé au Parlement de Saxe de nous fournir la liste des stocks de balles en caoutchouc, du 1er août, 1er septembre, etc. Et c'est ainsi que nous avons découvert que le nombre de balles en caoutchouc en possession de la police était stable toute l'année, mais qu'il y avait une diminution au moment même où le sommet du G20 a eu lieu à Hambourg. La police de Saxe a fini par avouer que ces unités spéciales avaient bien fait usage de balles en caoutchouc à Hambourg. Il y a eu une investigation au Parlement de Saxe et en fait, il a été établi que c'est la police de Saxe qui a tiré une quinzaine de balles en caoutchouc ce jour-là. Je ne peux pas confirmer ça. J'en ai jamais entendu parler. D'après la loi fédérale, l'utilisation de ces projectiles n'est pas possible. En plus, ça irait complètement à l'encontre de notre méthode de maintien de l'ordre. Un tabou allemand a été discrètement brisé pendant les manifs du G20. On a tiré sur des manifestants avec des balles en caoutchouc. Et des armes lourdes ont été exhibées. Est-ce que l'Allemagne pourrait rejoindre cette tendance mondiale à la militarisation de la police ? Oui, bien sûr. Au G20 à Hambourg, la police a exhibé tout son attirail. C'est véritablement un risque dont je prends acte avec beaucoup d'inquiétude. Dans toute l'Allemagne, le gouvernement crée un cadre légal de plus en plus large pour la police, même pour l'usage d'armes lourdes comme les mitrailleuses, les grenades. La police de Saxe a même acquis une sorte de tank sur lequel on pourrait théoriquement installer une mitrailleuse. La militarisation de la police est donc bien réelle. Ici, c'est le carrefour du Beverly Boulevard et du Grove Drive. Presque toutes les blessures causées par les armes moins létales ont eu lieu ici. Aux États-Unis, les balles en caoutchouc ont été massivement utilisées pendant les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Mon nom est Scott Reinhardt. Je suis chercheur spécialisé dans les armes moins létales et leurs conséquences sur la santé publique. Scott a enquêté sur les blessés graves. Il en a compté 115. Un point commun, ils ont tous été touchés à la tête. Quand la manif s'est terminée, la police est arrivée de manière très agressive. Elle a dit « partez maintenant ». Ils ont tiré des balles en caoutchouc sans les sommations régulières. Mon nom est David Contreras. J'ai été blessé lors d'une manifestation pour George Floyd.
J'ai été touché à la tête par un policier à courte distance. Je prends une balle dans la tempe, je relève la tête. Je vois un policier qui me regarde avec un mauvais sourire. Il fait un pas en arrière. Je le vois recharger son arme et je me dis, il va recommencer. Alors je fuis. J'ai peur pour ma vie. Je sais que je suis touché. Je ne veux pas savoir si c'est grave, je veux survivre. Scott se plonge dans les images mises en ligne. Le cas le plus choquant est celui de Brad Levy-Layala, un jeune de 16 ans touché à Austin, au Texas, le 30 mai 2020. On entend le volume de feu, et juste ici, on voit l'impact. C'est un enfant qui ne participait pas à la manifestation. On voit la balle dans son crâne. C'est ce truc blanc. Il avait 16 ans et il rentrait du travail. Il regardait simplement la manifestation de loin. Le policier qui a tiré a été identifié grâce à l'enquête d'un journaliste. La ville a dû payer 3 millions de dollars de dommages et intérêts pour les atteintes cérébrales de l'enfant. Brad vivra, mais avec des séquelles. Après cet incident, la police d'Austin s'est vue interdire l'usage des balles en caoutchouc. Toutes ces images, c'était éprouvant, oui. Entendre la panique dans la voix des gens, c'est ce qui a été le plus dur à supporter pour moi. Salut les gars, ils m'ont tiré dans la tête. Mon cerveau saigne, mais ça devrait aller. Si je vous réponds pas, c'est parce que je suis vraiment fatigué. Ce jeune homme est un ancien soldat. Sa blessure a créé un scandale. La police de Los Angeles réagit sur YouTube et poste ses propres images du tir. C'est rarissime. Voici la vidéo filmée par les officiers de police. Ceci est une information sur un incident pendant les manifestations pour George Floyd. Il s'agit d'un tir non intentionnel à la tête avec une arme à impact. Malgré tout le bien que la police de Los Angeles a fait en dévoilant ces vidéos et en étant très transparente, il y a beaucoup d'autres États américains qui ne le feraient pas. Quelle est la sanction pour ça? Mais je crois que le problème, c'est que la police n'a pas à justifier et documenter l'utilisation de ces armes. Les services de police, aux États-Unis ou ailleurs, n'ont pas à rendre compte de leurs tirs. Et s'ils le font, ce n'est pas rendu public. Quand des manifestants portent plainte pour avoir été touchés alors qu'ils ne présentaient aucune menace, aux États-Unis comme en France, il est difficile de connaître l'identité des tireurs. Les policiers ont été absorbés dans une culture, celle de la loi du silence. Une culture qui, par-dessus tout, couvre ses frères et sœurs officiers de police. Et souvent, au détriment des citoyens que l'on s'est engagé à protéger et à servir. L'institution semble dire, c'est nous les policiers, et pas vous.
En France, à Nantes, Pierre Douillard a longtemps cherché à savoir qui était le policier qui l'avait éborgné. Pour cela, il a dû mener sa propre enquête. Le policier, il n'y en avait qu'un qui était volontaire pour tester le LBD et un seul qui avait une cagoule ce jour-là. Donc à partir des images que nous avons produites, le policier a été identifié. Et donc c'est une procédure qui a duré une dizaine d'années, entre 2007 et 2018. Sur le banc des prévenus, le policier. Face à lui, la victime. Le procès a lieu, un procès éprouvant, dans un tribunal encerclé par la police. Et ce procès, il est vraiment terrible, peut-être aussi dur que la blessure en elle-même, puisque à la barre, le policier va déclarer notamment « j'ai neutralisé la cible ». Hein, quand le juge lui demande « mais qu'est-ce qui s'est passé, vous avez tiré ?» Il fait « oui, cible touchée ». Voilà, c'est comme ça. Donc, la militarisation, elle est aussi dans l'état d'esprit de ces policiers qui ont vraiment l'impression d'avoir des cibles militaires en face d'eux. Là, on parle de lycéens. Et de devoir les neutraliser, je cite. Au tribunal, le policier explique qu'il répliquait à un jet de pierre. Le policier est relaxé. Le tribunal rend la décision que c'est bien ce policier-là qui m'a tiré dessus, mais comme il avait obéi à un ordre, il n'avait pas désobéi à la loi puisqu'il avait obéi à un ordre non manifestement illégal. Il a tiré dans le cadre légal. Et il a fait son travail et s'il ne l'avait pas fait, il aurait pu être poursuivi. On lâchera jamais l'affaire face à ce policier, face à sa hiérarchie. Donc déjà, pour commencer, on va aller au tribunal administratif. On va attaquer l'État, on va attaquer la hiérarchie policière. Et ensuite, on ira plus loin s'il le faut, la Commission européenne des droits de l'homme. Regardez la justice. Regardez la justice. En 2018, l'affaire va être renvoyée devant le tribunal administratif. Et là, on va attaquer l'État. Ça va durer à nouveau 5 ans. Et au bout de 5 années, l'État est condamné pour l'usage d'une arme exceptionnellement dangereuse, dit le jugement, utilisée de façon illégale, etc., etc. Nous sommes en juillet 2018. Quelques semaines plus tard, se déclenche le soulèvement des Gilets jaunes. Et le LBD, cette arme exceptionnellement dangereuse, sera utilisée comme jamais auparavant. Un chiffon pour ses yeux. Je vais sortir ça, Mais dis, c'était un tir de quoi? Flashball. Hein? Écartez-vous, flashball. Ouais, on l'a. Là-bas, le mien, je l'ai laissé là-bas. Alors, le LBD a été utilisé sous mon autorité et je ne vais pas me dérober à mes responsabilités. Par principe, le LBD n'est pas un bon outil pour le maintien de l'ordre. On n'en a pas besoin, normalement. Il faut des outils de mise à distance, des outils de protection, des outils qui repoussent, et non pas le LBD qui va cibler, finalement, au moment où la balle part, X, Y ou Z, bon, avec, hélas, des dégâts collatéraux. Mais là, que faire? Si les fonctionnaires n'avaient pas eu le recours au LBD, qu'auraient-ils fait? Auraient-ils sorti leur arme létale? Moi, personnellement, si j'ai un mec avec un cocktail Molotov que j'ai pas de LBD, je sors mon arme, je lui tire dessus. Donc, le LBD est quand même préférable. Par contre, ce sont des situations qui sont très rares. Donc, qu'il y ait autant de tirs de LBD sur les mouvements des Gilets jaunes, pour moi, c'est incompréhensible. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui 25 personnes qui ont perdu un œil, qu'on a énormément de personnes qui ont été blessées par des tirs de LBD. Et parmi toutes ces victimes de tirs de LBD, il y en a une très petite minorité qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. La réalité, le fond du problème,
c'est de s'interroger sur pourquoi on a eu ces cas-là. D'après le code pénal, le LBD peut être utilisé sans sommation en cas de violence commise à l'encontre des forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent. Dans tous les cas, il doit exister une absolue nécessité et une réponse proportionnelle au danger. Ça tire, ça va tirer. Pendant la crise des Gilets jaunes, nous avons pu filmer quelques tirs de lanceurs de balles de défense. Respectait-il ces règles d'engagement? Ici, un homme agite simplement un drapeau. Face à lui, une ligne de policiers. Un tir. Il est blessé à la jambe. Là, un homme tambourine sur du mobilier urbain. Aucune menace visible. À 40 mètres, un groupe de policiers, dont 2 tireurs de LBD. Lorsqu'un deuxième homme vient taper sur la caisse de métal en leur tournant le dos, les policiers tirent. Ils les ratent, on voit le projectile rebondir. C'est alors qu'un homme envoie un pavé, un geste qui justifie un tir. Tir qui ne viendra pas. Ici, un homme seul dans la foule, pas de geste menaçant. Il est touché par une balle en caoutchouc. Qu'est-ce qui se... En haut des Champs-Élysées, un groupe de policiers de la BAC. Aucune attaque visible contre eux. Ils demandent juste la dispersion. L'homme à la besace marron tient le LBD. Soudain, il tire. C'est une dame qui est touchée. Elle était de dos et ne présentait aucune menace. Ici, le LBD a été utilisé comme arme de dispersion, à l'encontre du cadre légal. Il y a quand même eu des cas, je pense à une dame qui a été percutée par une balle de LBD alors qu'elle ne montrait aucune menace. Il y a eu des bavures. Oui, il y a eu des dégâts collatéraux. Je suis le premier à regretter. S'il y a eu faute, elle est sanctionnable. S'il y a eu faute. S'il y a eu faute. C'est un flashball. Moi, c'était mon but, les retraites. Trouvez les mecs avec les croix rouges, là. Essayez de faire passer le message. On a dit, bon, ben oui, on va y aller pour les générations futures. Sur les Champs-Élysées, il n'y avait aucun danger à ce moment-là. Ben oui, ça lui a pété l'eau, c'est sûr. Je prends un choc, je ne peux pas m'imaginer une seule seconde que c'est quelqu'un qui me tire dessus. Et je sentais cette douleur dans le bras qui fait que je me demandais si j'avais toujours mon bras, quoi. La honte à vous! La honte! Et donc, des gens m'ont soutenu. Je tombe dans les pommes, je suis pas bien. Et là, j'ai eu l'horreur au plus profond de moi-même. Mais jamais je ne m'imagine que j'ai pris un coup par un représentant de l'ordre. Marie-Claude Drouet a 72 ans. Elle a pris un avocat pour déterminer qui lui avait tiré dessus. Bonjour madame, donc. Bonjour monsieur. Vous exercez quelle profession? Je suis retraitée. Et vous exerciez quelle profession? Comptable. Eux, ils ont classé l'affaire tout de suite, sans avoir étudié le dossier. Et il affirme qu'il n'y a pas de flashball. Les CRS ne sont pas équipés de flashball. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai des dossiers où, même si quelqu'un a perdu son œil, ils ne savent pas qui a tiré, voilà, comment, ni quoi. C'est ça. Et pourtant, ils ont des caméras surveillance de la ville de Paris, et pourtant, il y a des vidéos d'autres personnes, et pourtant, normalement, celui qui a tiré aurait dû se dénoncer immédiatement quand on est force de l'ordre. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup d'auteurs non identifiés, y compris au sein des forces de l'ordre. Oui. L'enquête judiciaire a justifié le tir sur Marie-Claude Drouet car un individu agressif se serait tenu près d'elle.
Pour combattre l'opacité, une armée s'est levée. 2 universités californiennes ont créé des formations d'enquête en sources ouvertes. Elles se concentrent sur l'abus des armes dites moins létales, grâce aux vidéos amateurs. This is interesting too. Did you see this video of the police on motorcycles? It looks like they're teamed up. So they're basically potentially national police officers. I think it's Esmod, riot police. He's got this weapon, and he fires it at the man as he's walking away. As the cop is like on the motorcycle, about to ride away, he just like casually fires at this guy who's walking away from him. So the guy doesn't even know it's coming? No. So you technically only had 75 minutes, and you found all of this information. L'histoire officielle est racontée par le chef de la police, quelqu'un comme moi devant une rangée de micros qui donne sa version officielle. Peut-être que l'histoire que je raconte deviendra le récit officiel. Mais si c'était faux, si ce n'était pas précis, ou pas vraiment honnête. Donc, quand une adolescente filme avec son téléphone, il revient aux spectateurs d'en tirer leurs propres conclusions. Caméra contre armes moins létales. Le duel se déroule à chaque manifestation. En novembre 2020, en France, une proposition de loi vise à interdire la diffusion des images de policiers dans les manifestations. Ce qui ferait de la France l'un des seuls pays au monde où il serait interdit de filmer des policiers. Vous avez toutes les associations de droits de l'homme, toutes les associations professionnelles de journalistes qui sont là réunies aujourd'hui pour que cette loi ne passe pas. On est là! Le téléphone portable, c'est l'arme du désarmé. La réalité de cette loi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, dans la guerre de l'image, je vais empêcher l'adversaire de s'armer. Là, tout d'un coup, on prévoit 1 an de prison pour avoir filmé quelqu'un. C'est plus qu'intimidant. Je veux dire, la menace, elle est là. Quand on écoute le législateur, il vous dit la guerre de l'image, elle est perdue par la police, il faut absolument rattraper. Sur les gilets jaunes, elle a mis plusieurs mois à comprendre que la tendance allait s'inverser totalement. C'est-à-dire que les gens n'attendaient plus le JT. Ils n'attendaient plus le JT de 20h pour savoir ce qui s'était passé. En mai 2021, le Conseil constitutionnel juge illégal l'article de loi criminalisant la diffusion des images de policiers. L'image restera libre en France. Partout dans le monde, les milliers de vidéos et de photos amateurs n'ont pas seulement documenté les victimes. Elles ont aussi servi à enquêter sur l'un des marchés les moins transparents de la planète, celui des armes moins létales. Il y a des preuves solides liées aux cartouches ramassées par terre. Elles sont photographiées et postées sur les réseaux sociaux. Au Liban, des entreprises de sécurité françaises sont exposées. SAPL pour les balles en caoutchouc, Alcetex pour le gaz lacrymogène. Au Chili, des douilles siglées d'une entreprise européenne. Au Chili, certaines cartouches portaient la marque d'une entreprise italienne, Fiocchi. Est-ce qu'ils étaient fabricants ou fournisseurs, je ne sais pas. Mais ça ne venait pas du Chili. Il existe un endroit où nous avons des chances de rencontrer les fabricants de ces armes. Les salons d'armement de la police. L'un des plus connus est le Millipol. Le commerce de la sécurité pèse 70 milliards d'euros mondialement. Attention à vous. Voilà. Et vous pouvez l'avoir également en stroboscope pour faire des progressions selon les différentes missions. Le salon est inauguré par le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. Celle-ci est la version civile, on attend la livraison. Voilà le lanceur multiple utilisé au Liban. C'est un produit Alcetex, une entreprise française assez facile à trouver. Au stand,
il est spécifié qu'il est interdit de filmer et que les journalistes ne sont pas les bienvenus. Bonjour. Alors, j'avance pas masqué, je suis journaliste. Je sais qu'il y a marqué no interview. Jamais à rien, quoi. Le commandement. C'est rédhibitoire. Bon. C'est dommage si j'avais des questions à vous poser sur le Liban, parce qu'il y a des photos qui sont sorties sur les réseaux sociaux avec vos armes. Vous ne répondez pas. Non. OK, merci. Un pays peut concevoir une arme nouvelle. Il peut vendre cette arme à un autre pays. Il n'y a aucun contrôle pour savoir si le pays acheteur est une dictature qui va en abuser. Personne ne peut rien dire. Le Myanmar est l'une des pires dictatures de la planète. En 2021, les militaires prennent le pouvoir et mettent fin à une courte parenthèse démocratique. La population se soulève, la police tire avec des fusils à balles en caoutchouc. Grâce à cette photo, la fondation de recherche Omega à Londres a pu tracer le pays fournisseur. C'est une démocratie. La Corée du Sud. Il n'y a pas de réglementation internationale sur l'utilisation, la fabrication, la conception de ces armes, ni même sur les tests. SAPL vend une munition appelée gomme cogne. Un nom assez explicite pour une balle qui a fait beaucoup de dégâts au Liban. Bonjour, je voulais vous demander, c'est vous qui vendez des munitions à la police libanaise? Les Libanais ont beaucoup de fournisseurs, Ouais. notamment en Turquie. Voilà. Donc je vois très bien de quel sujet vous voulez parler. Dans ma position, je ne répondrai pas à ces questions sur ce type de sujet. Voilà. D'accord, Je suis d'accord. désolée. Mais est-ce que les photos qu'on a vues dans les réseaux sociaux, elles sont justes ou pas? Ou est-ce que c'est des montages? Même réponse que tout à l'heure. Pas de réponse. Je ne confirme, ni n'affirme, ni ne oui, ni ne non, ni rien du tout. Je n'ai rien à dire sur le sujet. D'accord. Voilà, excusez-moi. Parce qu'il y a eu 300 personnes qui ont perdu un œil, quand même, à cause de munitions de ce genre-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais j'entends, c'est un sujet. Comme vous, j'en ai entendu parler, mais je n'ai rien à dire sur le sujet. Voilà. Ok, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, malgré tout. Merci, au revoir. Chez l'Italien Fiocchi, miracle, on accepte de nous dire deux mots. Est-ce que vous avez vendu vos cartouches à la police chilienne? Je ne sais pas, je n'ai pas la possibilité de vous répondre. Ceci dit, on n'exporte qu'avec l'autorisation du gouvernement italien. Quelles sont les conditions d'autorisation? Est-ce que les droits de l'homme sont un facteur? L'utilisation qu'en font les forces de police, il y a toujours un problème entre la fabrication et l'utilisation. Par exemple, si la distance est trop courte, elle peut faire des dégâts importants, cette munition. Certainement, l'œil est un élément très, disons, délicat dans ce genre de... Enfin, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et vous saviez pas que autant de monde avait perdu un œil au Chili? Désolé, non. Mais quand? Pendant les 2 années où ils ont eu des manifestations. Non, j'en ai jamais entendu parler. Cet homme, qui sillonne le salon, est un fabricant de LBD français. Mais cette année, il ne peut pas se payer de stand. Gaël Guilherme, je suis un ancien gendarme et maintenant je dirige le bureau d'études de Redcorps. On travaille sur les moyens de neutralisation de demain. L'entreprise de Gaël Guilherme est en difficulté. Ce petit industriel breton a fabriqué un LBD frappé d'un classement défavorable par le ministère de l'Intérieur. Son arme est interdite. Gaël Guilherme juge cette décision arbitraire. Elle condamne son activité. Alors il parle. Ce qui est rarissime dans une industrie marquée par la loi du silence. Ainsi, on découvre les dangers courus par la population du fait de la méconnaissance de ces armes. Pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous avons développé un LBD qui n'a pas plu au ministère de l'Intérieur, éliminé du marché, classé comme arme de guerre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il
il est déclaré arme de guerre alors qu'il n'est pas différent de celui qui est entre les mains de la police aujourd'hui. C'est un copier-coller, en fait, si vous voulez. C'est un calibre 44. Ce qu'utilise le ministère de l'Intérieur, c'est un calibre 40, donc vous avez 4 mm de différence sur la munition. Et le vôtre, il est plus puissant ? Pareil. J'ai fait un travail d'investigation et j'ai vu qu'en fait, en France, rien ne réglementait ce type d'arme. Il faut des critères de puissance, d'énergie qu'on va transmettre à la cible. Ça n'existe pas. En résumé, c'est opacité arbitraire. Voilà ce qui prévaut pour la gestion de ces armes et munitions en France. Comment vous imagineriez qu'on devrait donner les autorisations aux armes de maintien de l'ordre ? Il faut commencer par le début, un vrai cahier des charges. Mais pas un cahier des charges établi par le ministère de l'Intérieur, un cahier des charges suite à une commission médicale, donc des médecins légistes, des médecins en traumatologie, et dire, voilà, ça c'est acceptable, c'est pas acceptable. En fait, c'est un débat national, c'est même un débat de santé publique. Les responsables policiers peuvent-ils vraiment autoriser des armes dont ils ignorent la puissance ? En avril 2020, le préfet de police de Paris a dû répondre à quelques questions techniques des sénateurs français. Nous accueillons Monsieur Didier Lallemand, préfet de police. Monsieur le préfet, je m'interrogeais effectivement sur la force des balles de ces armes. Bonne question. Au regard de la gravité des blessures infligées par les LBD et les mutilations qui seront permanentes, une personne technicienne m'indiquait que si effectivement on réduisait la dureté des balles, les blessures seraient bien moindres et donc le risque de mutiler des gens à vie aussi. Peut-on trouver des balles plus molles, des choses comme ça ? Ça, j'avoue que vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre. Peut-être y a-t-il des progrès à faire, mais j'avoue que je suis bien en peine de vous répondre. Alors, il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents, mais qui sont liés d'ailleurs... Si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça ? Voilà. Donc ça va pas vite. Pardon ? Combien ? Si je ne me trompe pas, ce sont des armes qui projettent la balle en sortie de canon à 10 mètres par seconde, c'est ça ? Voilà. Donc ça va pas vite. 10 mètres par seconde, c'est 100 mètres en 10 secondes. Usain Bolt court donc plus vite qu'une balle de LBD. Et très souvent, la difficulté, elle tient au fait que c'est justement l'absence de rapidité qui provoque le mouvement éventuellement. Donc, vous voyez, la solution n'est pas forcément dans la diminution de la capacité de projection de l'arme non létale. Voilà, c'est tout ce que je me permets de dire. J'avoue que je ne sais pas. Voilà, en fait, il a résumé, il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien, techniquement, il n'y connaît rien. Quand on dit 10 mètres par seconde à la sortie du canon, la balle, elle va faire pouf, elle va faire pouf. Non, on est entre 60 et 80 mètres par seconde, et surtout, apparemment, il a un conseiller à côté qui ne connaît pas plus. Bien, monsieur le préfet, je vous remercie beaucoup de votre collaboration à la bonne information de notre... Le 20 juillet 2022, le préfet Didier Lallemand s'est vu déchargé de ses fonctions. Avant de quitter son poste, il a fait don de son képi au musée de la police. Plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes contre lui, notamment du fait d'une NAS qu'il a imposée le 16 novembre 2019. NAS, pendant laquelle un gilet jaune, Manuel Coine, est éborgné par un tir de grenade. Le dimanche 3 avril 2022, un groupe de mutilés blessés par des armes moins létales convoquait une manifestation à Paris. La police nous protège, ça crève les yeux. La police nous protège, ça crève les
La police nous protège. La police nous protège. Soudain, en début de manifestation, alors qu'il n'y a aucune violence, 4 motards de la police pénètrent dans le cortège. Laissez-les passer, laissez-les passer. La peur se répand chez les mutilés. On est là pour marcher dignement. On manifeste le dimanche pour protéger nos mutilés qui ont peur de manifester. Ils sont cons, quoi. Moi, j'ai perdu toute ma vie en une seconde. Ils veulent quoi, qu'on se refasse mutiler encore une deuxième fois? Je me méfie de tout maintenant. C'est très dangereux d'aller en manif. Moi, sur les 300 gilets jaunes qui m'ont vu de chez moi, il n'y en a plus un qui veut y aller. Hein. Et ils ont peur de perdre un œil, c'est normal, je les comprends. J'ai plus envie de me battre, quoi. Pour moi, la bagarre, elle est finie. Je pense. Ces armes ne causent pas seulement des blessures. Elles intimident aussi la population. J'entends tout le temps des personnes dire « Oh, je vais pas emmener mes enfants à cette manifestation ». Pourtant, c'est dimanche à 2h de l'après-midi, on devrait. Nous avons tous le droit d'aller manifester et de demander des comptes au gouvernement. C'est traumatisant, c'est vrai. J'ai perdu toute confiance. Mais j'irai à nouveau. J'irai à nouveau à une manifestation pacifique.